Bonjour. J'ai le grand plaisir, après vous avoir présenté tout récemment Gérard et puis avant Patrice, et bien après Gérard, de vous présenter aujourd'hui Pierre. Bonjour Gabriel. Bonjour Pierre. Et donc, en l'occurrence, à un petit peu plus de 5 heures du matin, ce qui est déjà le ton de cette interview, sur le thème qui nous réunit, qui nous concerne tous, en tout cas il me semble, qui est la conscience. La conscience s'investit à toute heure, et en l'occurrence après avoir animé une séance matinale de méditation à 4h30 avec le groupe avec lequel je suis actuellement dans la Drôme, et Pierre qui nous quitte aujourd'hui en l'occurrence. Donc tu vas un petit peu nous raconter tout ça. Qu'est-ce que tu es venu y faire dans ce stage qui est de 2 semaines, que tu viens de terminer pour 1 semaine? Oui. Alors ça s'inscrit dans la durée, dans un processus. Qu'est-ce qui t'a amené à ce stage, à participer à ce stage alors? À ce stage spécifiquement, c'est parce que je t'avais rencontré une journée finalement quand tu étais venu à Angers, et j'avais bien accroché à toi, pas seulement sur ce que tu partages, sur vivre de lumière, etc., mais surtout sur tous les outils, parce que tu as un bon panel d'outils d'accompagnement. En l'occurrence, donc Pierre fait référence à une journée d'animation en pause alimentaire, une journée de découverte de la nourriture en conscience par le biais d'une pause alimentaire de 12 heures, c'était à peu près 8h, 20h, à Angers, autour d'un groupe d'une dizaine de personnes, groupe auquel avait participé Pierre. Oui. Voilà, donc il y a de ça, c'était même l'année dernière, je crois. C'était en novembre, je crois, fin novembre. Fin 2016, voilà. Et donc suite à ça, il y a quelque chose qui a cheminé en parallèle de ta propre trajectoire, je dirais. Oui. En fait, j'ai été appelé peu de temps avant que tu viennes à Angers. J'ai été appelé intérieurement à faire cette expérience du prana, de la nourriture pranique. Quand tu dis appelé intérieurement, concrètement, ça veut dire? C'est-à-dire que, comme par jeu, il y a quelque chose en moi qui se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je jouais à faire cette expérience? D'accord. C'est un jeu. Je dis souvent que la conscience joue, et donc c'est un jeu de la conscience, c'est pour jouer. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter ça. Et puis peu de temps après, t'es arrivé. Bon. Et sinon, pour te présenter, pour un petit peu te décrire, qu'est-ce que tu dirais justement de ta propre trajectoire avant même cette journée initiatique en pause alimentaire et en nourriture conscience à Angers? Qu'est-ce qui t'avait justement amené à cette journée, peut-être aussi au départ à Angers? Alors, en fait, mon axe de vie, on va dire, est tourné depuis 17 ans sur l'intériorité, sur la conscience, parce qu'à 19 ans, j'ai eu une expérience spontanée d'éveil. Et puis, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, un petit peu pour étoffer les points qui peut-être pourront éclaircir les personnes qui se posent les mêmes questions que moi, ou presque. Quand tu parles d'expérience spontanée d'éveil, concrètement ça veut dire quoi et comment ça s'est manifesté à l'âge de 19 ans? Oui, à l'âge de 19 ans, c'était un 24 août 2000, donc je m'en souviens très bien, pour moi c'était comme une seconde naissance. À 21h30, tout d'un coup j'ai senti une fatigue dans mon corps sans aucune raison, parce que j'étais en parfaite santé. Je faisais du sport à l'époque, etc. Donc il n'y avait aucune raison. Et je suis allé me coucher. Et une fois dans mon lit, il y a une pensée qui est émergée de nulle part. Un petit peu comme la pensée par rapport à la nourriture pranique. La pensée était, mais qu'est-ce qui se passerait si je jouais, comme ça, juste pour jouer, à arrêter de penser. Juste pour jouer. Et à l'instant où en fait la pensée est venue, eh bien
ça s'est arrêté, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de pensée, donc quand il n'y a plus de pensée, il n'y a même plus l'histoire de ma vie, il n'y a plus aucune émotion du coup, parce que les pensées et émotions sont reliées. Donc il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, puisqu'on quitte le temporel, le mental c'est du temps, forcément une pensée se déroule dans le temps. Et donc il y a eu une expérience en dehors du temps et de l'espace. Et au début, ça s'est traduit par une grande paix dans le corps. La paix s'est approfondie à laisser place à une joie d'être libéré finalement de toutes ces émotions, de toutes ces pensées, de tout le poids du temps, on pourrait dire, qu'on porte tout le temps. Et avec cette joie, il y a une vague d'amour, on pourrait dire, mais pas un amour humain, un amour indescriptible, qui est monté de la pointe des orteils jusqu'au bout des cheveux, donc dans tout le corps, comme ça, et avec une lumière que j'ai vue sous les paupières. Donc c'était aussi une énergie, une force. C'était à la fois conscience, amour, énergie. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai compris dans l'expérience vécue que cette énergie, c'était la même partout, que c'était la même conscience partout, ce que décrit maintenant la physique quantique. Mais à l'époque, ce n'était pas décrit. Donc j'ai vécu cette expérience à peu près... la physique quantique l'a réalisée en 2011-2012, enfin en tout cas elle l'a démontré. Mais voilà, moi on était en 99, en 2000 quand ça m'est arrivé. D'accord. Voilà, et à partir de là, du jour au lendemain, tout a changé dans ma vie. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que cette expérience majeure, on pourrait dire, à ton niveau, a orienté la trajectoire future de ta vie, en fait, on peut dire ça? Complètement, parce que j'étais déprimé depuis l'âge de 10 ans, parce que j'ai pris conscience, mais une prise de conscience très difficile, que j'allais mourir, et je n'acceptais pas ça. Je ne voyais aucun sens à la vie, en fait. Du fait que j'allais mourir, je ne voyais pas l'intérêt d'investir dans cette vie, puisque je vais mourir de toute façon, aucun intérêt. Donc pendant 9 ans, j'étais dans une déprime de fond, une mélancolie un peu permanente. Et avec cette expérience, j'ai compris que cette vie, c'était pas la vie avec un V majuscule et que c'était pas la seule réalité. Donc de 10 ans à peu près 19 ans, un fond de déprime sur le fait de se dire oui, mais la vie est absurde parce que je vais mourir, donc à quoi bon? Exactement. Exactement. Heureusement, j'ai eu les arts martiaux et la musique qui m'ont un petit peu permis de garder la tête hors de l'eau, on va dire, de pouvoir respirer un peu. Mais tout le reste, ça me plaisait pas trop. Et finalement, cette expérience, si on peut dire expérience d'éveil comme ça, à d'autres sensations, à d'autres états de conscience, à une autre réalité, pour le coup, t'as fait prendre conscience que ce à quoi tu croyais, ce que tu te disais de la vie comme étant finie parce que la mort au bout de la vie était quelque part, on peut dire, une illusion? Oui, complètement. C'est complètement une illusion. Quand bien même le corps physique, lui, va dépérir un jour. Oui. Mais cette expérience m'a montré que je n'étais pas le corps. Donc pendant l'expérience, j'étais complètement désidentifié du corps. J'avais aucune sensation à part la pure amour, énergie, lumière. C'était les seules expériences que j'avais à ce moment-là, en dehors du temps et de l'espace. Alors ça, c'est très intéressant quand même, parce que ça procède soit d'une identification à l'espace et au temps par le biais du corps, il me semble, et qui dit corps dit aussi l'essence, et donc ce à quoi on croit parce qu'on le voit, parce qu'on le touche, parce qu'on l'entend, on le sent, et qui, dans ce que tu dis, serait aussi à l'origine d'une certaine souffrance, et inversement, ou en parallèle, une désidentification du corps et par le biais des organes d'essence de nos perceptions, qui nous ferait nous extraire en tout cas du temps, voire de l'espace, et nous ferait goûter à une autre réalité. En fait, on peut dire que c'est exactement ça. D'accord. Donc pour les yogis, puisque je suis prof de yoga et j'ai été en Inde après, pour les yogis, la réalité c'est même ça. Pourquoi? Parce que ça c'est permanent.
Pour les yogis, ce qui est réel, c'est ce qui ne change jamais, ce qui ne fluctue jamais. Donc la réalité absolue, évidemment, ce monde existe, mais c'est la réalité relative, donc c'est pas la réalité absolue. C'est ça. Donc là, cette expérience, c'est ce qu'on s'est touché à l'absolu. Quand tu dis réalité relative, ça veut dire du fait de son impermanence. Exactement, ça fluctue, c'est relatif, c'est conditionnel, ça change en permanence. Du fait de sa finitude à terme dans le temps. Voilà, et du coup on ne peut jamais s'appuyer sur quelque chose en étant sûr que ça y est, j'ai le bonheur, parce que ça fluctue, donc à chaque fois qu'on a quelque chose en main, on sait très bien au fond de nous qu'on peut le perdre. Hop, comme ça, même ce corps, on n'est pas sûr que la seconde d'après on va être là. Voilà. Donc c'est cette incertitude qui crée aussi un malaise. Alors que lorsqu'on réalise la conscience, on sait que ça ne peut pas être perdu. C'est une connaissance infuse, pas un savoir, une connaissance. Donc voilà, c'est une réalisation. Voilà. Et donc, juste par rapport au changement, l'état de béatitude a duré 15 jours à peu près, après l'expérience. Donc ça a eu le temps de bien s'ancrer quand même. Et petit à petit, après, ça a commencé à s'estomper. Et je me suis mis à méditer beaucoup, tout seul. Tu dirais à s'estomper ou à s'intégrer dans le quotidien et donc à se diluer un petit peu du fait de... diluer, ouais. En fait, c'est repassé à ce qu'on pourrait appeler l'arrière-plan. C'est-à-dire que je pouvais le contacter, mais en méditation. J'arrivais plus à rester en permanence. C'est ce qui a fait tout le cheminement des 17 ans. D'accord. Voilà. Jusqu'au basculement ou l'éveil final qui s'est produit justement peu de temps après que je te rencontre. Peu de temps avant que je te rencontre. Où là, c'est permanent maintenant. D'accord. Quand tu dis éveil final, c'est final par rapport à quoi? Ça veut dire que ça ne fluctue plus. Il n'y a plus d'aller-retour. Avant, arrière-plan. Il n'y a plus réidentification avec ce qu'on appellerait le moi fictif, le personnage Pierre, la vie de Pierre, l'histoire de Pierre, le temps, tout ce qui fluctue. Et je ne suis plus identifié à ce qui fluctue. Donc, très bien. Voilà, j'ai toujours conscience d'être la conscience, pour le faire simple. Et pour le faire encore plus simple, entre le qui je suis et ce que je suis, comment tu te situes aujourd'hui? Alors justement, l'éveil s'est passé de l'idée, parce que c'est une idée, je suis un personnage avec une conscience à l'intérieur, à je suis la conscience, donc qui ne change jamais, qui englobe tout, avec un personnage intérieur. Et donc là, il y a un qui. Quand on me pose une question, je réponds au niveau de qui dans le monde. C'est-à-dire, je m'appelle Pierre, etc. Sauf que je n'y crois plus maintenant. Je sais que c'est un rôle. Donc, d'ailleurs, je partage aussi en conférence, et ce que je dis souvent, c'est la grande question des sages, c'est qui suis-je? C'est la seule question qui en vaut la peine. Et quand tu réalises le qui suis-je, tu te rends compte que ce n'est pas un qui. Ce n'est pas un qui. Il n'y a pas de qui. Il n'y a pas de qui, sinon le qui. Le qui, jeu de mots, ouais. Le qui, c'est-à-dire, comment on peut dire ça? Le qui, c'est l'énergie de vie? L'énergie de vie, oui, le principe vital, on pourrait dire. Alors, sachant que maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est que la conscience est encore au-delà de l'énergie, parce que l'énergie est quelque chose de perçu, et la conscience est ce qui perçoit. Donc, c'est encore plus subtil. Dans les écritures en Inde, les sages ils disent, Krishna dans la Bhagavad Gita, il dit je suis le plus subtil que le subtil. C'est-à-dire que même l'énergie la plus subtile, c'est pas encore la conscience, puisque c'est ressenti, donc ça fluctue. Est-ce que l'énergie au sens large pourrait être un véhicule de la conscience par lequel la conscience pourrait s'exprimer, peut ou s'exprime en tant que telle ou s'exprime pas? Oui. Comment tu situes l'un par rapport à l'autre? Alors pour moi, il y a dans l'ordre la conscience absolue qu'on ne peut pas décrire, c'est l'absolu, on ne peut pas en parler. La vérité ne peut pas être décrite. D'ailleurs, souvent quand on pose la question aux sages, par exemple dans notre culture, on pose la question à Jésus, par exemple, Ponce Pilate lui demande qu'est-ce que la vérité, et là Jésus ne répond pas.
parce qu'il ne parle pas, et parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est le silence. Ou en tout cas, il répond par le silence. Voilà, il répond par le silence. Ouais. Donc ça, ça ne peut être que réalisé. On peut pointer vers, mais on ne peut pas. Le mental ne pourra jamais le saisir. Un cran en dessous, c'est l'énergie de vie, ce que j'appelle souvent la présence. Le je suis, donc la conscience d'être. Donc l'absolu, c'est être. Conscience d'être, c'est un petit cran au-dessus. Et là, c'est l'énergie, mais sous forme non manifestée, qui est sous-jacente. Derrière tous les objets, derrière toute chose, il y a une énergie, mais qui n'est pas définie par un contour. C'est partout, on baigne dedans. Le non manifesté. Le non manifesté, voilà. Qui après va prendre de multiples formes. Et donc c'est la composante de toute forme. Et c'est ce par quoi on réalise l'unité aussi. Lorsqu'on réalise ce que l'on est, donc pas qui, mais ce que l'on est, on réalise qu'on est cette force de vie. Et là, quand on en prend pleinement conscience en soi, on en prend conscience aussi à travers tous les objets. C'est-à-dire que c'est comme si on tombait amoureux de tout, parce qu'on se reconnaît en tout. Tu as fait cette expérience, que tu en parles dans tes vidéos aussi, l'expérience d'unité, et ça c'est l'amour. Mais au-delà, ou alors ce qu'on veut, mais c'est pas un mais d'opposition, mais au-delà de ce que l'on appellerait l'amour humain. Ah oui, non, c'est pas de l'amour humain. Ce n'est pas émotion. C'est ça. Non, c'est vraiment notre nature. C'est pas un amour attaché. Ah non, ça n'a rien à voir avec un attachement. C'est propre à ce qu'on est. C'est ce que l'on est. Nous sommes amour. C'est même pas un effort. Parce que souvent, des fois, on dit il faut aimer, etc. Il n'y a pas d'effort. Amour, c'est ce qu'on est. Unité, c'est ce que nous sommes réellement. C'est que au moment de l'apparition du mental qu'il y a la notion de séparation, division, etc. Et qu'on se croit, parce que c'est qu'une croyance, séparée. Alors, spontanément, comme les questions me viennent, et dont peut-être je serai un peu le représentant de toutes les personnes qui vont nous regarder, mais alors, il me semble que tu as un petit peu répondu à l'instant. Toi qui parles d'unité, de présence, d'amour, et de te reconnaître en tout comme étant cet amour, comment t'expliques l'état du monde actuel avec toutes ces souffrances, ces maladies, ces guerres Comment tu l'expliques ça? Eh bien, c'est très simple, c'est lié à l'identification qui est toujours le souci, mais en réalité, au niveau de la conscience, il n'y a pas de souci. Il y a un souci quand on est identifié. Alors, identifié à quoi? Identifié, alors la première identification, c'est l'idée de moi, je suis moi. Donc, le moi-je. Le moi-je, voilà, exactement, le moi personnel. Ouais. Et qui, pour le coup, va se distinguer du reste. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'à partir du moment où tu dis j'ai un moi personnel, ça sous-entend, eh bien, je ne suis pas un avec ce que je perçois. Et à partir de ce moment-là, il y a un territoire qui se crée. Je connais un sage qui appelle ce territoire égoïque, donc qui est constitué d'idées et de croyances. Et à partir de là, c'est là où il peut y avoir conflit, puisque moi je crois quelque chose, mais le voisin ne va pas croire la même chose. On va pas avoir les mêmes idées. À partir de là, il y a confrontation, il y a dualité, opposition, voilà, on a dit en même temps. Et à ce moment-là, il y a toutes les dérives qu'on peut voir, de la petite insatisfaction quotidienne, puisque même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, tant qu'il a encore un ego, aussi subtil soit-il, dans le sens tant qu'il est identifié, parce que l'ego persiste même après l'éveil, bon, ça c'est un autre sujet, sauf qu'on n'est plus identifié. Mais tant qu'on est identifié à l'ego, à ce moment-là, il y a quand même une insatisfaction. Même si on a beaucoup travaillé sur soi, il y a toujours une petite insatisfaction, même 1% ou même moins. Donc ça va de là jusqu'à la grosse identification, où là ça peut aller jusqu'à guerre, torture, etc. Puisque là tu es complètement... Et donc souffrance. Et donc souffrance, parce que là tu as perdu la connexion avec l'unité, tu
donc tu ne te reconnais pas en l'autre, donc tu es capable de faire souffrir l'autre, puisque tu ne vois pas que l'autre c'est toi, en réalité, que l'autre fait partie intégrante de toi-même. Il y a un élément qui m'interpelle, c'est quand tu dis que l'ego persiste après, indépendamment, après, malgré l'éveil. Alors pour moi c'est intéressant parce qu'il y aurait, il me semble, deux courants de pensée, c'est-à-dire que les uns disent il faut détruire l'ego, c'est un petit peu l'approche orientale, d'autres disent faisons de cet ego un allié. Comment tu te situes par rapport à ça? Alors ni l'un ni l'autre. Déjà détruire l'ego, ce n'est pas possible puisque donc l'ego, ok, tout à l'heure j'ai dit il est fait de croyances et d'idées, mais en réalité il y a aussi un autre point, c'est que l'ego c'est aussi, et c'est ce qu'on réalise après l'éveil, c'est le sentiment d'individualité qui est nécessaire pour qu'on puisse communiquer. C'est exactement comme le mental, on dit il faut tuer le mental, faut ne plus penser. Faut ne plus penser. Tout ça, c'est pas possible parce qu'on ne peut plus interagir du coup. Si j'ai plus de mental, on ne peut plus parler, on ne peut même pas bouger le bras, on ne peut rien faire. Donc il faut, pour vivre cette expérience humaine, un ego et un mental. J'ai besoin de me sentir là, donc il y a un ego, pour pouvoir te sentir là et pour qu'on parle. Mais c'est juste l'ego est intégré au sein de la conscience absolue et ne dérange pas. C'est un objet qui apparaît au sein de la conscience. C'est vu comme tel une fois l'éveil réalisé. Donc ça ne gêne pas. Et par rapport aux gens qui penseraient le contraire, tous les sages que j'ai rencontrés et j'ai vécu avec pendant plusieurs années, donc en Occident, en Orient surtout, disent que l'ego persiste après, mais c'est pas le même ego, c'est l'ego, juste le sentiment d'individualité, pas je suis identifié à mes croyances, à mes idées. C'est pas pareil. Et même les plus grands sages, comme par exemple Paramahansa Ramakrishna, qui est considéré en Inde comme un grand sage, disait qu'il avait un ego. Il l'appelait comme un fil qui le relie à ce monde. C'est un point de focalisation de la conscience. Il sait très bien qu'il n'est pas l'ego, mais c'est un point de focalisation pour pouvoir interagir dans ce monde. Si ce fil était coupé, il ne pourrait pas rester ici et partager. C'est pas possible. Il quitte le corps. Est-ce que c'est juste de dire que le problème de l'ego, c'est quand de cette unicité au tout se place la notion, la perception, la croyance d'une différenciation à ce tout, exactement. Et qu'on se coupe de ce tout, qui va donner plus de pouvoir ou renforcer la perception de l'ego, du moi-je. C'est lié à la séparativité. La seule souffrance finalement de l'humain, c'est juste je me sens séparé. À partir du moment où il n'y a plus ça, tout est terminé et on le sait quand on le réalise. On le vit comme tel, on vit ce que tous les sages décrivent, c'est-à-dire que tout est accompli. La grande coupure. Il n'y a plus. Pourquoi tout est accompli? Puisque lorsqu'on a le sentiment de séparation, on va penser le bonheur est un avoir. C'est-à-dire il est à l'extérieur de moi, parce que je me sens séparé, donc je dois l'attraper. Lorsque tu réalises que le sentiment de séparation est une illusion, il n'y a plus de quête, nulle part. Il n'y a plus de devenir, il n'y a plus j'ai besoin d'accomplir quelque chose, puisque je me sens toujours, tout est en moi. La quête étant le besoin d'avoir ou de faire pour exister. Pour être. Et voilà, et Pierre vient de rectifier, puisque dans l'idée ou dans la croyance qu'en faisant ou en ayant, avoir ou faire, nous existons. Et en réalité, il y a déjà une confusion entre le exister et l'être. Non, exister, c'est pas pareil qu'être. Il y a le plan existentiel, j'existe dans ce monde. Lié à l'espace et au temps. C'est ça, exactement. D'accord. Mais être n'est pas lié à l'espace et au temps. Et là, bon, ça doit être réalisé, mais ce qu'on peut déjà se dire, c'est que ce que j'utilise en conférence surtout, c'est le maintenant. Être, c'est maintenant. Et maintenant ne bouge pas, ne fluctue pas, maintenant est toujours là. Et le seul vécu avec un V majuscule, ce que j'appelle le vécu direct, c'est
ce maintenant, permanent, immobile finalement, qui est sous-jacent derrière cette apparence de continuité, parce qu'en réalité il n'y a même pas de continuité, c'est-à-dire que ça maintenant ne bouge pas, en avant-plan, et il y a ce maintenant en arrière-plan. Ce que je veux dire par là, c'est que jamais personne n'a vécu dans son expérience ni le passé ni le futur. Et même quand on pense au futur ou qu'on pense au passé, ça se fait à partir de maintenant. Donc la seule réalité, c'est maintenant. Et être, finalement, est maintenant. Et donc le mental va dire, oui, mais plus tard, par exemple, je vais mourir. Mais ça, c'est une idée. Au moment de la mort du corps, en réalité, on verra, mais moi, j'ai déjà vécu ce genre d'expérience et je sais qu'au-delà de la vie du corps, il y a encore une vie et il y a toujours être. Être est toujours là. Et comme chacun d'entre nous, il me semble, sommes dans une même démarche ou quête au travers de cette vie qui est la quête du bonheur, qu'est-ce que ce serait pour toi le bonheur ? Eh bien, le bonheur, c'est réaliser ce qu'on est réellement. C'est-à-dire reconnecter cette notion du non-espace, non-temps, ici et maintenant. C'est plus que connecter, parce que connecter, ça veut dire qu'il y a encore deux. Il y a ceux-là qui se connectent à quelque chose. C'est être. En fait, le bonheur, c'est être. Moi, je dis comme ça en conférence, et l'éveil, c'est pareil, c'est être sans ajouter à être. Et donc, sans rien ajouter. Et donc sans rien ajouter, c'est-à-dire sans le avoir ou le faire. Sans avoir, sans faire, sans mon histoire personnelle. Sans le paraître. Sans aucun paraître, sans devenir, sans temps, sans espace. Sans projection. Ouais. Donc il ne reste plus grand-chose. Il reste le vide ? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui voit le vide et qui le constate. Et quand je dis quelqu'un, en fait, c'est pas quelqu'un, mais être ce qu'on est n'est pas un objet. C'est pour ça qu'on ne peut pas le définir. Si c'était un objet, ce serait limité. Ce qu'on est, c'est le sujet absolu. Mais le sujet absolu ne peut pas être défini. Donc, du coup, on peut dire que être. Et être, si on remarque, tout le monde peut en faire l'expérience, ne peut pas être expliqué, démontré. On ne peut pas expliquer être. Explique-moi être, tu vois, c'est impossible. Ça s'impose. D'ailleurs, c'est la seule chose qui s'impose quand on pose la question à quelqu'un. Donc, si tu lui dis « mais qui es-tu ?» Là, la personne, elle va déballer toutes les définitions à propos d'elle-même. Mais par contre, si tu lui dis « décris-moi être » ou « qu'est-ce qui en toi ?» Comment tu sais que tu es, par exemple? Comment tu sais que tu es? Voilà. Ça s'impose. On ne peut pas l'expliquer. Et on ne réfléchit pas. C'est ça la différence. Ouais. C'est une perception. C'est direct. Voilà. Enfin, c'est même pas une perception, ça s'impose. C'est je suis, mais tu ne sais pas comment. Au-delà de la perception, au-delà du ressenti. C'est être. Donc c'est la seule certitude qu'on a, c'est je suis. Et tout le reste, eh bien, on ajoute. Je suis une personne, je suis un... Et dès qu'on rajoute un rajout, il y a souffrance. Il y a identification, il y a déconnexion, il y a espace-temps. Obligatoirement. Séparativité, et donc illusion, et donc souffrance. Et donc pour les sages de l'Inde disent le but de la vie, c'est réaliser Dieu. On va prendre un mot spirituel, on va dire Dieu. Moi je l'utilise pas trop ce mot, mais en tout cas le divin. Le divin, voilà. Ouais. Et dans les Écritures, qui est Dieu? Si on regarde dans notre culture, dans la Bible, Dieu se définit lui-même comme étant je suis. Ouais. Donc vraiment le divin, ce qu'on cherche tous, donc la réalisation de ce qu'on est, c'est ce je suis simple, extrêmement simple. En fait. La réalisation qui est déjà réalisée. C'est déjà réalisé, c'est déjà là. C'est toujours là. Le seul problème, c'est ce voile que les sages appellent la Maya en Inde, d'identification, qui crée l'illusion. Parce que pour le coup, si c'est déjà réalisé, une fois encore, il n'y a rien à faire, et ni à vouloir, ni à avoir. Il n'y a rien à faire à part
Alors ça dépend. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éveil spontané, donc oui, pour beaucoup de gens, ça se présente comme ça. Des gens qui n'ont même pas médité, même pas fait de chemin spirituel. Ça, c'est notre époque qui veut ça. Mais normalement, la voie classique, c'est une voie justement de décristallisation de l'ego, puisque l'ego est une contraction, une focalisation, une cristallisation des croyances et des idées. C'est ça. Et donc c'est ça qui doit se... Donc ça prend un temps. Moi ça a pris 17 ans. Il y en a, ça prend beaucoup moins de temps. Voilà, ça dépend de plein de choses. Et puis ça dépend après de ce qu'on a à faire. Moi ça a pris 17 ans parce que j'ai su après que je devais passer par plein de choses pour pouvoir après les expliquer. Parce que l'éveil n'est pas personnel. C'est pour tout le monde. Ouais. Donc si notre rôle après c'est d'en parler, et donc, on doit passer par plein d'expériences. Ce qui veut dire que finalement tout est juste alors. Tout est parfait, tout est juste, et c'est un processus. La vie ne fait pas d'erreur, contrairement à ce que le mental croit. Est-ce que si tout est juste et en contraste avec les croyances du mental qui s'accrochent toujours à quelque chose, est-ce que la démarche passerait aussi par le fameux lâcher prise? Oui. Alors, oui, la seule chose, c'est qui veut lâcher prise. Il faut être vigilant, parce que des fois, c'est l'ego qui veut. Et dans ce cas-là, moi, je n'utilise pas trop le lâcher prise. Pourquoi? Parce que c'est rajouter un temps. C'est faire une étape en plus. Et le lâcher prise sous-tendu par une volonté, finalement. Pourquoi je dis que c'est rajouter un temps? Je finis juste. C'est que pour lâcher prise, il faut avoir pris. Donc au lieu de prendre et lâcher, moi ce que je dis aux gens c'est ne passez pas par le prendre déjà et regardez comment c'est là maintenant. Dans votre expérience directe, la conscience voit et la conscience n'attrape pas. La conscience, par exemple là il y a des images qui se présentent, ça émerge de la conscience spontanément, c'est automatique. C'est un petit temps après où il y a identification et là il y a saisie. Et donc là, après, il faut relâcher. Mais si on s'identifie directement à la conscience et qu'on ne s'identifie pas justement à tout ce qu'on prend comme ça, tout ce que les organes des sens perçoivent, tout ce qu'on saisit, même les pensées aussi, il y a tout, les émotions, etc. Voilà. Donc à ce moment-là, on n'a plus besoin de passer par lâcher prise, mais simplement on cultive le fait d'être avec ce qui est. C'est tout. Je dis souvent que un très bon mantra, c'est laisser être ce qui est comme c'est. Ça, c'est le mantra de la conscience. La conscience laisse être ce qui est comme c'est. Elle voit, simplement. C'est pour ça que les premiers sages en Inde, on les appelait ceux qui voient, les rishis, ceux qui voient, parce que la conscience voit. Et le mantra du mental et de l'ego, c'est l'inverse, c'est l'insatisfaction permanente, c'est je veux que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Complètement. Ce qui crée une résistance. Complètement. Donc le chemin le plus rapide, c'est d'arrêter d'être dans la résistance vis-à-vis de ce qui est. Et comme l'ego est fait de résistance, lorsqu'on lâche toutes les résistances, c'est impossible qu'il y ait des prises de l'ego. Et là, automatiquement, on bascule dans une grande paix. C'est instantané. Si vous lâchez toutes les résistances, si vous êtes dans ce qui est, alors évidemment, il y a des choses qui vont être vues comme étant plus ou moins agréables, désagréables, mais ça, c'est encore des étiquetages en fait. En réalité. Si juste on se laisse traverser, on laisse ce qui est comme c'est, et bien là, c'est très rapide le déconditionnement, la décristallisation. Tout en étant présent. Ah bah ça peut se faire que à l'instant maintenant, enfin c'est que maintenant. D'ailleurs, maintenant, le présent, pour moi, c'est le plus grand pouvoir de guérison. La guérison absolue, c'est maintenant. Quand on est maintenant, il n'y a aucun regret passé, il n'y a aucune projection future, et il n'y a aucun problème. Souvent, je pose la question aux gens en sortant de méditation, ou pendant la méditation, je leur dis, une fois qu'ils sont vraiment dans la méditation, qu'il n'y a plus de mental, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un manque? Il n'y a aucun manque, il n'y a aucun problème. Complètement. Impossible, il n'y a plus y avoir de problème. Il n'y a plus de faim non plus. Non, il n'y a plus de désir non plus. Le désir, c'est du temps. Ouais. C'est pour ça que les sages disent l'éveil, c'est l'état sans désir. Ça, je l'ai compris après l'éveil, par exemple. L'attraction sexuelle ne peut plus exister.
puisque c'est une pensée. Toutes les tensions vont vers une projection, forcément future. Par exemple, on voit le gâteau au chocolat, on a une tension, mais c'est pas le gâteau au chocolat le problème, c'est l'idée, je vais le manger dans une seconde par exemple. Une seconde, c'est déjà le futur, c'est déjà passé, c'est déjà plus maintenant. Donc on voit le flash mental, on s'identifie, et c'est ça qui crée la tension. Si on est vraiment maintenant, il y a juste apparition d'une forme dans l'espace. Si on est vraiment maintenant, d'ailleurs on n'identifie même plus ça à un gâteau au chocolat, puisque ça c'est un référentiel passé en fait en réalité. Mais on voit juste la présence à l'intérieur du gâteau, la présence ici, et il y a juste la même présence, mais bon ça c'est autre chose. Alors justement tu parles de gâteau au chocolat, donc on va aborder l'objet de ta présence parmi nous jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que tu viens de terminer ou tu viens de participer à un stage en nourriture en conscience, nourriture pranique, en l'occurrence avec une pause alimentaire que tu as réalisée là 7 jours. Tu en es où aujourd'hui avec la nourriture solide? Alors, peut-être avant ça, je vais parler du passage pranique. Ton parcours personnel dans ta relation à la nourriture solide, qui est aussi la relation à la forme, au désir, au plaisir, au goût. Ouais. Ah oui, c'est très lié. C'est très lié au désir et à l'insatisfaction aussi, que, comme tu lui dis souvent, qu'on va planquer, cacher, combler, compenser. On va compenser avec la nourriture souvent. Alors, alors, ce qui est intéressant, c'est que juste après le premier réveil, je suis passé végétarien du jour au lendemain. Et ça n'a pas été mental. C'est-à-dire que ça n'a pas été par idéologie. Ça a été vraiment un ressenti. C'était une évidence, ça s'est présenté comme tel. Ah ouais, c'était évident, je ne pouvais plus manger d'êtres vivants, donc d'animaux. Alors, à l'époque, j'étais très strict. Les 6 premières années, j'étais très strict, autant en qualité qu'en quantité. Je mangeais pile ce qu'il me fallait. Après, j'ai commencé à être un peu moins strict, un peu moins dans le dogme, et ça, c'est resté après. C'est-à-dire que si je vais chez quelqu'un qui mange de la viande, je mange de la viande. Par exemple, quelqu'un de ma famille qui aime beaucoup la viande, je pense à quelqu'un en particulier, et je mange de la viande. Même des fois après avoir fait un séjour en Inde où j'ai mangé que de la nourriture, donc ce qu'on appelle sadhvik en Inde, c'est-à-dire très pur, dans les règles de l'art, dans un ashram où on fait très attention, où on met des mantras dans la nourriture. Donc j'arrivais à Paris, j'arrive chez cette personne de ma famille, et gentiment elle me prépare ce qu'elle aime, donc de la viande. En plus c'était du porc, je crois, du jambonneau, je sais pas quoi, enfin bon, un truc très lourd. Et là, donc j'accueille, je mange, mais la nuit j'ai vomi, quoi. Le corps n'a pas pu, décalage de fréquence. Donc très progressivement, en fait, ce qui s'est produit, c'est que végétarien pendant pas mal d'années. Ensuite, très progressivement, donc j'ai lâché fromage. Finalement, ça s'est fait assez confortablement. Ensuite, le beurre. Ensuite, le pain. Je suis passé végétalien. Ensuite, je suis passé cru. Comment est-ce que tu dis avoir lâché ça et puis ça et puis ça? En fait, ça ne s'est pas fait d'une intention. Ça s'est fait exactement pareil que pour le prana. Ça s'est fait par jeu. C'est un jeu de la conscience. Je me suis dit, tiens, et si je testais, mais jamais pour m'obliger. Par exemple, le beurre. Jamais dans le il faut pas ou il faut. Non, jamais. Avec ma compagne, on voulait tester d'arrêter le beurre, sachant que ma compagne est fille de producteur laitier, qu'elle a toujours été, elle a toujours adoré sa petite tartine de beurre sur le pain grillé. Et donc, elle se disait, ça va pas être évident, quoi, parce que c'était un peu son petit péché mignon. Et donc, on s'est dit, ok, on fait une semaine. On fait juste un test, on joue, on s'amuse. Et si on reprend, pas de problème. Et en fait, on a oublié. On a complètement oublié. Et à un moment donné, on a complètement, donc les tâches, tous les produits laitiers, on a complètement enlevé, et donc on vivait sans frigo, quoi. On a complètement débranché le frigo, et puis donc on a un petit cellier qui est toujours frais. On n'avait que nos fruits et légumes dans le cellier.
Donc là, on est passé cru et là, on y a vraiment pris goût. On s'est beaucoup amusé avec les salades, avec les graines germées, les noix. Et on a passé l'hiver comme ça. Donc les gens qui pensent qu'on est froid quand on est crudivore, c'est pas vrai du tout. Quand on est crudivore, on a beaucoup plus d'énergie. Et j'ai d'ailleurs gagné 3 heures au niveau du sommeil quand je suis passé crudivore. Donc je dormais 2-3 heures en moins. Une qualité de présence, déjà, j'ai vu une grosse modification. Alors, tout le monde l'atteste, un regain d'énergie. Avec le cru, c'est énorme. C'est énorme. Et voilà, un sommeil d'une bien meilleure qualité, moins de désir aussi, attraction, répulsion, choses comme ça. Est-ce que tu as vécu d'autres événements majeurs ou vécu d'autres étapes après le crudivore? Ah oui, le jus. Le processus finalement qu'on entend chez pas mal de gens, hein, la phase liquide où en fait ma compagne avait un extracteur et donc on s'amusait à faire toutes sortes de jus. Au début, moi j'étais beaucoup aux fruits. Ah non, il y a eu une phase blender avant, c'est-à-dire des jus plus denses. Ouais. Mais en fait, j'ai testé pendant une semaine le blender et je me suis rendu compte que c'était pas bon parce qu'il y a des dépôts de microparticules dans les intestins, donc je me sentais pas bien avec ça. D'accord. Et donc du coup, je passais au jus, au vrai jus à l'extracteur, sans aucun dépôt. Et là, par contre, je pouvais. Là, c'était bon. D'accord. Il n'y a plus de problème digestif. Et légumes aussi, donc avec les feuilles, tout ça. Oui, ça c'est important de préciser, pas que des fruits. Ouais, c'est très important. Même maintenant, je préfère les jus, aux légumes, carottes, betteraves par exemple. Voilà. Un peu de pommes, mais vraiment plus légumes maintenant. Je trouve que c'est vraiment ce que je préfère. Avec un peu de gingembre, voilà. Et finalement, tout ça a procédé d'une descente alimentaire. Exactement. Quantitative, mais d'un regain d'énergie, et donc qualitativement, tu t'y es beaucoup plus retrouvé. Oui, tout en sachant que je n'ai jamais été, encore une fois, dans le dogme. Alors, donc, de temps en temps, par exemple, une fois tous les 15 jours, ou ça dépend, ou enfin, peu importe, je pouvais manger un truc, quoi, un gâteau, un pain au chocolat, et même la pizza, tu vois. Ça, bon, ça c'est marrant. À un moment donné, ma mère m'a offert une crêpe. J'étais en cru depuis 2 mois, je pense, un truc comme ça. Et une seule crêpe, j'ai senti la conscience comme ça faire se refermer. Une seule crêpe. C'était vraiment flagrant, quoi, évident. Donc, et alors, pareil, la pizza, on sent beaucoup plus les décalages vibratoires, de lourdeur, etc. C'est flagrant, quoi. C'est vraiment. Et au niveau du mental, il y a beaucoup plus de mental quand on mange cuit que quand on mange cru. On a des pensées. On a plus de pensées et des pensées de plus basse fréquence. Est-ce que ça veut dire, dans ce que tu décris indirectement, est-ce que ça veut dire que non seulement nous ne sommes pas ce corps, mais qu'en plus, par-dessus le marché, ce corps n'est même pas biologique, ou s'il est biologique, il est fondamentalement vibratoire. Et que cette biologie, auquel on s'est beaucoup identifié, cette biologie, c'est de la vibration densifiée. En réalité, c'est de la vibration. Oui. C'est ça. Alors, sur le plan relatif, il y a une réalité biologique du corps. Forcément. Il y a une réalité des vitamines, des minéraux. Voilà. Et sur le plan du non manifeste, comme on l'a dit tout à l'heure, donc un peu plus subtil, il y a une réalité vibratoire qui est de plus en plus claire. Plus on va subtiliser, rendre plus subtile sa nourriture, plus on va conscientiser cette réalité très clairement. Avant cette participation à cette pause alimentaire de 7 jours pour toi, on peut dire que tu as réalisé aussi une pause alimentaire précédemment, il n'y a pas si longtemps. Tu souhaites en parler ? Oui, alors
là on est en août, j'ai réalisé en juillet un processus le processus on va dire classique, sauf qu'il y avait l'eau du début à la fin. Parce que le vieux processus, c'était sec la première semaine. Voilà. Donc moi j'ai fait l'eau. Mais ça on l'oublie, voilà. Processus à sec. Donc l'eau pendant 3 semaines, 0 calories. Donc Pierre, le mois dernier en juillet, je reformule, a participé de façon collective à une pause alimentaire de 21 jours. Un processus de... On peut dire nourriture pranique. Oui, nourriture pranique, oui, c'était pour déprogrammer en fait, d'où les 21 jours, déprogrammer au niveau des cellules ce fonctionnement, parce que c'est un mécanisme avec la nourriture physique. Ouais. Donc, et donc c'est ce qui s'est produit pendant ce processus des 21 jours, qui est un processus passionnant. Fascinant, moi j'étais vraiment émerveillé pendant ce processus. Alors du point de vue mental, je dirais pas que c'est confortable, parce que évidemment, après ça dépend des gens, mais en tout cas dans ton expérience à toi. Oui, dans mon expérience, on ne va pas nier les choses. Mais après, comme je suis moins identifié peut-être, parce que je sais que je suis la conscience, et pas le corps, et pas le mental, et pas l'émotion, c'est plus facile. Voilà. Mais on va pas se le cacher. Au moment de la détox, même quand on mange cru, il y a des tensions, il y a des symptômes qui ressortent, etc. Physiquement, il y a des choses émotionnelles qui ressortent, des trucs incroyables. Moi, je me suis souvenu, par exemple, que je faisais des petits gâteaux. Ma mère me donnait le reste de pâte à gâteau quand j'avais 5-6 ans. J'avais complètement oublié ça. Et je faisais des gâteaux avec elle dans la cuisine. C'était mes premières expériences dans la cuisine, mes premières expériences de créer de la... voilà. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que ça entraîne de manger. Il y a l'aspect créatif, il y a l'aspect... c'est très très vaste. L'émotionnel, le partage, surtout le partage chez moi, parce que j'ai toujours eu la joie du partage. Sauf maintenant je partage cette joie à un autre niveau, on va dire, parce que j'aime partager la joie de la conscience, comme toi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de déprogrammation, jusqu'à la détox, moi que j'appellerais, c'est pas vraiment une détox, le réalignement vibratoire qui apparaît en 3e semaine, qui est vécu comme une espèce ce qui est un inconfort aussi, des espèces de vertiges, des espèces de... on ne sait pas trop, on est très léger, on est à la fois là, pas là, c'est assez... voilà. Donc chaque phase de détox est différente. Voilà. Concrètement parlant, toi qui as eu une longue période crudivore, avant d'entamer ces 21 jours réalisés le mois dernier en juillet, quels ont été quelques symptômes, signes de détoxination pour toi ? Alors, symptômes de détoxination, il y a eu des douleurs au niveau un petit peu genre courbature, des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dans les jambes, une fatigue un peu globale, d'ailleurs que je ressens quand je remange maintenant physique. Qu'est-ce qu'il y a c'est ça, on se repose, en fait... comme j'ai une certaine intuition, j'avais toujours une petite voix, on va dire, qui me disait « T'inquiète pas, laisse faire, repose-toi, laisse-toi porter, ne retiens pas, fais confiance. » Et donc, confiance en la vie, hop. Voilà, ça c'était en mode physique. Émotionnellement, des petits flashs mentaux, des petites choses qui venaient par rapport au passé, surtout par rapport au passé. Voilà. Et au niveau spirituel, c'était purement vibratoire et je sentais ce décalage vibratoire, mais je sentais aussi que ça se remettait, ça s'harmonisait. Tous les corps, parce qu'en Inde on dit qu'on a beaucoup de corps, on n'a pas juste un corps, et donc je sentais les corps qui se reboîtaient, qui se voilà, les trous qui se rebouchaient, les choses comme ça. Et d'où ce concept, si on peut dire ça, concept de alignement et de réalignement. Oui, ce dont tu parles tout le temps d'ailleurs, et qui est très important en fait finalement, qui est la condition je pense pour pouvoir le vivre, quoi. Condition de la présence. Condition d'être présent, de ne pas se mentir, d'être vrai, authentique,
Et ça, c'est ce que je partage tout le temps en conférence aussi, ne pas se voiler la face, aller voir, dès qu'il y a quelque chose, aller voir surtout, ne pas dire il n'y a rien, je planque sous le tapis. Quand tu dis dès qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose, ça veut dire dès qu'il y a une émotion qui perturbe. Peu importe. Dès qu'il y a une pensée comme ça. Ou physique. Ouais. Quelque chose qui interpelle. Aller dans la sensation, même une tension physique, je vais dedans, je goûte, je savoure, je savoure la douleur. Je ressens. Je ressens pleinement. Et c'est ça qui permet de traverser très rapidement finalement l'expérience. Inversement, ce qui freine la traversée, le mental, on peut dire ça. Et retenir et lutter contre. Et voilà. Tout est presque tout est dit là. Ouais, c'est ça. Alors, à l'issue de ces 21 jours, je voudrais juste dire l'inverse, parce qu'il y a aussi l'inverse. Il y a ceux qui détoxinent, ceux qui, ce qui est de l'ordre du entre guillemets désagréable, puisque désagréable c'est du mental, mais puisqu'en réalité il n'y a pas ça. Mais il y a aussi tout ce qui se produit aussi pendant le processus, qui est on connecte progressivement à un terrain incognita. On entre dans des choses, des expériences très intéressantes. Du corps qui, par exemple, après la détox physique, on redécouvre le corps qui n'a aucune douleur, aucune tension. On redécouvre que la récupération qui devient très rapide. Dès qu'on a mal au dos, on va se coucher. Plutôt que de mettre toute la nuit à récupérer, voire plusieurs nuits, on récupère en quelques heures. Et le lendemain matin, on se réveille, on n'a aucune douleur. La diminution du sommeil, qui a été pour moi la première grande prise de conscience, puisque je n'ai pas dormi pendant 6 nuits d'affilée, et en étant totalement en forme, j'ai pas eu de perte d'énergie. Donc là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Ça paraît quand même inconcevable pour le mangeur lambda de se dire, mais comment ne pas dormir? Non, mais il y a eu des micro-sommeils, des micro-siestes. Quand les gens disent, je dors pas la nuit, mais en fait, il y a eu des petites... Non, c'est vraiment 6 nuits sans dormir. Oui, et c'est même pas du sommeil conscient, puisque le sommeil conscient, j'ai l'habitude, parce qu'en yoga, sommeil yogique, on connaît, c'est-à-dire je vois le corps dormir, je suis conscient, je m'entends ronfler. C'est même pas ça. Là, c'était le plein éveil, c'est-à-dire comme là maintenant, sauf que des fois j'étais allongé, mais je n'arrivais pas du tout à dormir. J'étais comme là, totalement conscient, totalement présent, éveillé totalement, voilà. Donc 6 nuits d'affilée, sauf la dernière où j'ai fait 1 heure, mais bon. Donc ça a été le premier truc. Énergie constante. Deuxième truc, là je me suis dit il se passe un truc. Parce qu'en général on fluctue. Énergie constante, ça veut dire une super énergie, super en forme. Ouais, c'est ça. C'est permanent. Alors il y a aussi... La première chose que j'ai ressentie, c'était je marchais et à un moment donné je me suis assis, donc pendant le processus, et là j'ai senti que ça commençait à fourmiller, à picoter partout, et j'ai commencé à me sentir nourri de l'extérieur. Ça c'était vraiment le basculement, et ça s'est fait le jour 14 dans mon processus, jour de la Sainte Marie-Madeleine. D'accord. Bascule, on peut dire pranique ou quantique, à J14. Exactement. D'accord. La journée. Ouais, la journée. Et après, ça a commencé. Je n'avais pas encore fait la détox vibratoire spirituelle, mais la perte de poids a commencé à se réduire. Et en dernière semaine, les derniers jours, pas les premiers jours, mais les derniers jours, là, ça s'est stabilisé et le poids a remonté. Et ça a été constaté par outils objectivement, voilà. Est-ce que tu considères qu'il puisse y avoir ou il doit y avoir, et là tu sembles dire qu'il y a eu une détoxination sur le plan spirituel? Alors non, oui, non. En fait non, c'est pas ça. C'est pas sur le plan. Alors ça dépend. L'être ne change jamais. Ce qu'on est ne change jamais. Du point de vue absolu, on est toujours le même, et la conscience ne change pas. Que je mange ou que je ne mange pas, la conscience absolue reste toujours la même. Je suis toujours le même. Seulement,
donc on n'est pas juste le corps physique. Il y a des corps de plus en plus subtils et au niveau, il y a aussi ce qu'on appelle en Inde Ananda Maya Kosha. Donc Maya Kosha, ça veut dire l'enveloppe faite de, Ananda, la béatitude. Donc ils appellent ça des enveloppes. Et donc ça c'est une enveloppe vibratoire subtile, qui est plus subtile que l'aura encore, et qui est faite de béatitude, c'est-à-dire qui est vécue comme béatitude. Et donc c'est un corps de béatitude, ce qu'on pourrait appeler le corps glorieux, le corps de lumière. Et donc est-ce qu'il y a... Et il y a une détox à ce niveau-là, oui. Parce qu'on parle d'une détoxination physique, d'un déconditionnement, donc entre guillemets d'une détoxination sur les schémas éventuels mentaux, conscients, inconscients, émotionnels. Et moi, il me semble que c'est bien d'envisager éventuellement, de toute façon le corps il sait ce qu'il a à faire et ça se fait ou ça se fait pas parce qu'en fonction de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas, mais même sur le plan spirituel, en termes de, ne serait-ce que de croyance sur un registre religieux ou spirituel, il puisse y avoir aussi des choses qui lâchent. Ah mais complètement. Il y a la détox au niveau, et je suis sûr que ça peut se vérifier parce que maintenant il y a des machines j'ai fait l'expérience, qui voient l'aura. Donc il y a une détox au niveau du champ aurique, il y a une détox au niveau du champ éthérique, il y a une détox... Ces fameuses enveloppes. Voilà, au niveau de toutes les enveloppes énergétiques. Donc oui, et ça c'est lié justement à l'émotionnel, au subconscient, même à l'inconscient. Il y a une détox de l'inconscient. Il y a une détox au sein même de l'ADN. J'ai reçu, parce que je reçois des messages, j'ai reçu qu'à un moment donné, dans le processus, l'ADN avait été reprogrammé et j'ai su que je ne pourrais jamais perdre l'état pranique. Que je mange ou que je ne mange pas, ça ne pourra jamais être impacté maintenant. Donc à l'issue de ces 21 jours, on peut dire les 3 paramètres étaient là. Oui. Alors, comment dire, heureusement que je l'ai vu parce que j'ai expérimenté les peser à la toute fin, tout seul. Mais ça n'aurait pas pu se voir si j'avais fait... il fallait tester avec la balance très régulièrement pour s'en rendre compte. Parce que ça s'est vraiment fait à la toute fin. Pour moi, c'est important d'aller jusqu'au... Enfin non, ça dépend en fait. Parce que tu parles de... La dernière semaine. D'une bascule à 14 jours, au 14e jour. Ça, c'est une certaine bascule, réveil vibratoire, réveil qu'on appelle pranique. D'accord, au niveau de la cellule. Mais il y a encore des petites choses à nettoyer la 3e semaine. Alors après... oui, ça veut dire qu'il faut distinguer bien sûr le réveil de l'état c'est ça. pranique. D'accord. J'ai pris conscience que le corps commençait à manger, à se nourrir à partir de l'extérieur. Mais c'était peut-être pas encore à 100%. Enfin, D'accord. Mais je ne pense pas, et j'en connais plusieurs cas, de gens, je pense qu'il y a aussi des gens qui basculent comme ça alors qu'ils mangeaient avant. C'est comme l'éveil, je pense que ça peut se faire aussi du jour au lendemain, puisque la conscience est en dehors de toute loi. Qui plus est aujourd'hui où les choses vont plus vite, sont plus faciles, parce que la fréquence monte, la fréquence globale monte. Exactement. Les consciences s'éveillent de plus en plus, on peut dire au sens large. Et oui, alors oui, la conscience est toujours la même, mais elle se révèle de plus en plus. Elle se révèle. Donc toi qui sors de ce stage de juillet, de 21 jours classiques, avec objectivement les conditions qui font dire que tu es dans cet état pranique, qu'est-ce qui a fait que tu as participé le mois suivant, donc maintenant jusqu'à ce matin, à ce stage de 7 jours? Alors qu'est-ce que tu es venu y chercher? Qu'est-ce que tu es venu découvrir? Quelle a été ta motivation à participer à ça? Alors déjà, c'était pour être avec toi, pour ta façon de partager, tous les outils que tu donnes. Bon, on ne se connaissait pas plus que ça. Hein. Je veux dire, on n'était pas amis de longue date. Tu avais participé à un stage initiatique de découverte d'une journée pause alimentaire avec l'outil Prana. Et puis c'était à peu près tout, en fait. Et tout est parfait aussi parce que, bon, finalement, donc ma compagne voulait aussi faire cette expérience du prana, mais elle voulait faire
le processus de 21 jours et que comme toi tu ne le faisais pas, du coup on l'a fait en juillet ensemble. Mais ça s'est fait après. Moi je m'étais d'abord inscrit avec toi la semaine d'août et après du coup je lui ai dit bon ok je le fais avec toi en juillet en fait. Voilà. Et en fait c'est parfait. Alors en réalité je propose le processus de 21 jours mais sous la forme d'un 14 jours collectif résidentiel complété soit en amont du 14 jours, soit à l'issue du 14 jours par une semaine complémentaire à distance avec l'outil Skype et téléphone. Et ça fait 21 jours. Je dirais, quelle que soit la motivation, que ce soit pour un réveil pranique, quel que soit pour se poser une fois dans sa vie ou une fois dans son année ou simplement regarder de plus près certaines choses liées à la relation à la nourriture en tant que telle. Et donc c'était parfait comme ça. Effectivement, tout est juste. Oui, tout est juste et tout est parfait puisque finalement je suis très heureux d'avoir fait ces 2 stages quasiment successivement puisqu'il y avait qu'une semaine entre les 2 stages. Et c'était une semaine très très intéressante pour moi. Donc j'enchaînais tout de suite après le processus, j'enchaînais avec des conférences, des rencontres sur l'éveil. Qu'on appelle les satsangs, voilà, satsangs. Voilà, donc j'avais une petite un échange comme ça en groupe sur 2 jours, voilà. Et donc là, je me suis dit progressivement, je vais faire l'expérience de revenir en physique, de repasser en mode physique, pour repasser en mode pranique après. Et en mode physique, ça veut dire de remanger. Oui, ça, de remanger. Donc entre le 21 jours et cette semaine, tu as remangé. Oui, avant la semaine. Oui, c'est ça, avant de faire la semaine avec toi. Entre les deux. J'avais eu une semaine, donc j'y suis allé très très doucement. Enfin, très doucement. On peut aller toujours plus doucement, mais j'ai commencé par un quart de jus dilué avec de l'eau dans un verre d'eau. Un quart de litre, un quart de verre. Un quart de verre, comme vraiment tout petit, dans un verre d'eau. Et là, c'était une expérience super intéressante, puisque lorsque j'ai pris une gorgée de jus dilué à un quart, j'ai senti vraiment un coup de massue me tomber sur la nuque. Un poids énorme me tomber dessus. C'est-à-dire une densification de la vibration. Ah oui, j'ai senti vraiment pouf, j'ai même baissé la tête parce que c'était fort, quoi. Ça a duré 5 minutes, comme ça, ça m'a plombé. Et après, j'ai senti cette digestion de ce verre qui a duré une demi-heure. C'est marrant, quoi. D'habitude, c'est une demi-heure, c'est ce que je mettais pour le repas. Pour un repas, quoi. Et donc, le poids est parti au bout d'une demi-heure, le poids de ce jus dilué. Donc après, on est passé en jus dilué, je dis on parce que j'étais avec ma compagne, en jus dilué à un demi. Après, le soir, on a pris un jus normal, parce que le premier jus, c'était le matin. Et le soir, j'ai pris une cuillère à soupe de lentilles qu'une amie avait faite à l'indienne et ma compagne arrêtait pas à la fin du processus de 21 jours de me dire j'aimerais bien un petit dalle, un petit soupe de lentilles. Oui, parce que ta compagne a participé aux 21 jours le mois dernier. Et donc j'ai pris une cuillère et là ça m'a fait vraiment boum, pareil en fait. À chaque fois c'est comme si je redescendais d'un étage vibratoire. Et donc là je suis allé me coucher et cette simple cuillère vraiment, j'ai dormi après quasiment, peut-être pas comme avant, mais au moins 6 heures, quoi. Alors qu'à la fin du processus, j'étais en moyenne 1 heure, 2 heures par nuit, pendant une semaine. Donc ça m'a fait vraiment... Et j'ai senti dans tout le corps l'apparition à nouveau des symptômes, des articulations qui ont plus de difficultés, comme s'il y avait des micro-courbatures partout. Tu vois, comme si j'étais Robocop. Voilà, je me suis senti Robocop. Pour me lever, c'était dur. C'était pour me lever du lit et tout. Bon, voilà. Bon, ça m'a pas empêché de donner mes satsangs, mais parce que comme je suis dans la conscience. Pour moi, je suis la conscience. Donc, le corps, peu importe l'état du corps. Enfin, je vais y revenir après. Enfin, pas peu importe, parce que pour moi, la nourriture pranique, c'est
la santé optimum. Donc c'est vraiment... Enfin, en tout cas, c'est une forme d'alimentation. C'est une carte en plus. C'est bien parce que tu anticipes la question que je souhaitais te poser. À l'issue de ce parcours tellement riche et initié depuis longtemps maintenant, où après cet éveil à 19 ans, tu as laissé la viande, où tu es passé crudivore, où tu es resté longtemps crudivore, où tu es passé au jus. Finalement, tu fais cette expérience des 21 jours qui t'amène à cet état d'alignement suffisant pour être dans la nourriture vibratoire qu'on appelle la nourriture pranique, puisqu'on peut ne pas manger, mais on ne peut pas ne pas se nourrir, ça je le dis régulièrement. Oui, et donc à l'issue de ce long et riche parcours, la question qui s'imposait à moi, c'est pour toi, qu'est-ce que la nourriture pranique, finalement, aujourd'hui? Toi qui goûtes à ça, qu'est-ce que c'est la nourriture pranique pour toi? Donc pour moi, la nourriture pranique, c'est une nouvelle forme d'alimentation. C'est comme expérimenter le végétalisme, ou le cru, ou ce qu'on veut. Ou voilà, les liquidiens, peu importe, parce qu'il y a plein d'autres régimes aussi. On peut s'amuser aussi. La micro-alimentation, il y en a qui mangent une poignée de quelque chose par jour, et peu importe. Tout est ouvert, et il ne faut pas hésiter à être créatif aussi, je pense. Et donc, pour moi, c'est une carte en plus, c'est-à-dire, je sais maintenant que je peux me nourrir comme ça, et ça a une saveur particulière. C'est comme manger que liquide ou mettre que au cru. Ça a une saveur particulière, ou être que la soupe, enfin peu importe. Et il y a un effet particulier. Et bien là, il y a un effet particulier aussi, qui est un effet... Et alors les effets, ils sont... Ça, c'est... Il y a une joie dans la nourriture pranique qui est ressentie, qui est vraiment forte. Qui est différente de, si tant est qu'on puisse comparer, de la joie liée au fait de manger. C'est pas un plaisir. Le plaisir fluctue, la joie est permanente. En nourriture pranique, on est dans une joie permanente. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. C'est très lié à la joie de l'unité que j'expérimentais avec l'éveil, mais c'est comme si ça ouvrait encore plus, ou plutôt que ça donnait plus de facilité pour cette connexion à l'unité. Donc il y a ça, il y a ce sentiment d'être tout le temps très léger, de ne jamais perdre en énergie, d'être nourri par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit. Par exemple, avec la nourriture pranique, j'ai redécouvert mon amour de la musique. Pendant le processus de 21 jours, j'ai écouté plein de belles musiques, et j'ai même fait une playlist musique pranique, parce qu'il y a des musiques que j'ai identifiées comme étant plus nourrissantes que d'autres. Sadvik, des musiques... après c'est personnel ça, mais voilà, j'ai des musiques qui me nourrissent plus. Les couleurs, la nature, tous les sons de la nature, donc tout ça on s'en nourrit. Et les rencontres, les yeux, par exemple, ton regard me nourrit, la présence, tout ça me nourrit. Donc voilà, c'est cette... et donc c'est une nourriture, mais une nourriture tournée justement vers tout ce qu'on capte. Et c'est ça c'est vraiment une expérience incroyable. Qui fait qu'il n'y a plus besoin de prendre, de prendre, de consommer, d'être prédateur, et finalement de passer, comme jusque-là, par la voie digestive pour être nourri. Parce qu'il y a aussi cette voie qui passe par tous les pores de la peau, par toutes les entrées possibles et imaginables, même par les oreilles finalement, que la pointe des cheveux capte aussi. Et voilà, on pourrait dire que dans une autre approche, on est antenne, et l'antenne capte et se nourrit de ce qu'elle capte. Directement, sans passer par le digestif de l'estomac. Oui. Et alors, ce qui s'est produit aussi dans cette expérience, c'est la créativité qui augmente, et la créativité aussi liée au fait que, mais finalement, beaucoup de choses changent dans la vie, parce que lorsqu'on dort, par exemple, les 2 dernières nuits, en moyenne, j'ai dormi les 3 dernières nuits, 1 heure ou 2 par nuit. Donc il y a des nuits où je ne dors pas du tout, des nuits où je dors ça peut aller jusqu'à 3h30.
ça change tout dans la vie. Ça change tout dans la vie aussi de plus avoir à être assujetti au fait de manger. Donc, oui, il y a ces innombrables avantages liés au gain de temps, au regain d'énergie, à une conscience plus aiguisée du présent et au présent. Il y a X avantages, bien sûr le temps récupéré, comment on peut l'investir aussi. Donc moi qui aime la nature, et puis là j'ai découvert aussi que finalement j'aimais beaucoup voyager et que j'avais une nature de nomade. Et je me suis dit peut-être que là dans les mois à venir, je vais bouger davantage, et tant mieux parce qu'il y a plein de gens qui commencent à m'inviter justement pour partager, un peu comme toi d'ailleurs, j'ai vu que tu partageais partout. Dans le monde entier par exemple, le décalage horaire, je pense, en mode pranique, on le sent pas trop. Et là, je pense que maintenant, quand je prendrai l'avion, là, je vais bientôt aller au Québec, je pense que je vais le faire en mode pranique. Ce sera beaucoup plus confortable parce que j'ai déjà été au Québec et en général, pas l'aller, mais le retour en France, puisque c'est au moment où on veut aller se coucher que le soleil se lève quand on arrive. Eh bien, en général, chez moi, il était inconfortable. Il y a un vrai décalage avec le continent américain. Il y a quand même 6 heures minimum, et sur les biorhythmes, c'est quand même conséquent. En tout cas, plus conséquent quand on mange, parce que c'est évident. Tu repars aujourd'hui, tu nous quittes aujourd'hui. Dans quel état d'esprit, finalement? Alors, en fait... là, c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Et en fait, c'est une plus grande liberté au niveau... la liberté, avec l'éveil, on est libre. Parce qu'on sait qu'on est la conscience. Dans l'absolu, tout le monde est libre. Dans l'absolu, on est complètement libre. La conscience n'est pas assujettie. Mais par contre, là, c'est une liberté du quotidien vécue sur le plan relatif. Donc, une plus grande liberté vécue dans ma vie quotidienne. Et à tel point que, je te l'ai déjà dit et je ne m'en cache pas, je vais jouer, parce que pour moi c'est un jeu, à faire des bascules encore. Tout comme là, j'avais rebasculé une semaine avant de venir. Bascule, ça veut dire en mode physique, pardon. En mécanique physique, c'est-à-dire remanger physique pour pouvoir revivre ce décalage vibratoire. Il n'y a pas besoin de s'en cacher, puisque c'est la liberté aussi. C'est la liberté totale. Sachant que quand même c'est moins agréable maintenant dans mon expérience quand je remange qu'en pranique. Parce qu'en pranique je me sens tellement, comme je disais, créatif, léger, joyeux. Enfin, je me sens déjà joyeux de base, mais là c'est plus ouvert. Donc pour toi, quand bien même est ta pranique installée, tu as cette liberté que tu revendiques de manger ou de ne pas manger. En l'occurrence, pourquoi manger finalement? Pourquoi retourner à la nourriture? Pourquoi remanger? Alors, pour l'instant, pour 2 raisons. La première, c'est de faire l'expérience des bascules. Donc, de ressentir ce qui se passe. De ressentir vraiment ce qui se passe en détail. Donc, et là, je sens que en fait, c'est un peu un jeu, j'essaie d'aller du plus vite de l'un à l'autre. C'est-à-dire que là, je sais que j'ai mis 3 jours la dernière fois et que c'était souffrant de repasser en mode physique, donc de remanger. C'était pas agréable physiquement. Par contre, je sais que j'ai mis 28 heures pour repasser en pranique. Quand je suis revenu là au stage, au bout de 28 heures, j'ai ressenti le picotement, l'ouverture, et je me suis dit, ça y est, ça revient. Et donc, il y a eu encore une petite phase de détox avec perte de poids, normal, puisque j'ai remangé, donc voilà. Mais après, ça remonte. Donc tu veux dire ressentir pour comprendre comment ça fonctionne. Exactement, le fonctionnement. Pour ta compréhension. Et je pense même, enfin c'est même pas, bon c'est peut-être là c'est qu'une idée, je ne sais pas si c'est, mais j'ai quand même l'intuition de ça, que tous les gens qui veulent passer pranique et qui disent j'ai eu un craquage, etc. Que c'est pas forcément un problème. Pour moi c'est pas un craquage, parce qu'en fait c'est la conscience qui doit réellement prendre conscience de ce qui se passe. En expérimentant le craquage. En expérimentant la grosse pizza, en te rendant compte, ou le gros truc bien dense, pour vraiment te rendre compte de la différence. Et cheminer avec en meilleure connaissance de cause. Exactement. Il y a, pour moi, la joie, ça doit être vécu en pleine conscience. Et donc, ce n'est pas un sacrifice.
le mode alimentaire pranique, pour moi, c'est comme le mode alimentaire si je suis passé végétarien. C'est une nourriture. Oui. Et non seulement une nourriture, mais une abondance illimitée de nourriture. Ouais. Quand je suis passé végétarien, ce n'était pas un sacrifice, au contraire, j'avais plus d'énergie. Ma grand-mère me disait, si tu ne manges pas de viande, tu vas mourir. Je lui disais, c'est pas grave, je me fiche de mourir. Mais pour lui faire plaisir, je mangeais quand même une petite tranche de poids une fois par mois. Mais je le faisais parce que je me sentais mieux. Et là, ça va être la même chose, c'est-à-dire que je le sens déjà, que je me sens mieux en pranique. Mais, alors, donc ça c'est la première chose. Il y a le fait de vivre ce basculement régulièrement et de sentir qu'on se sent mieux comme ça. Et la deuxième chose, c'est aussi, comme de la même manière que je n'ai pas été dans le dogme quand j'étais végétarien et que je remangeais de la viande avec les personnes de ma famille qui mangent de la viande et qui... Voilà. Je pense que je ne serai pas dans le dogme avec le prana et que si je suis invité, si jamais je reste totalement pranique, si je suis invité, je pense que je mangerai. Mais en conscience, et je ne pense pas qu'en grosse quantité. Après, je ne sais pas, je pense que tout est possible aussi. En tout cas, tu revendiques une liberté. Une liberté totale. Voilà. Et pas on ne mange plus, c'est pas ça. C'est pas ça ta démarche. Ah non, pour moi la joie à avoir avec ça, en fait. La joie, c'est vraiment de se sentir totalement libre. Au-delà de toute condition, de toute condition. La joie sans condition. La joie d'être. Qu'est-ce que... On s'approche de la fin de notre échange. Qu'est-ce que tu pourrais, non pas conseiller, je n'aime pas ce mot, mais éventuellement suggérer, au travers de ce qui n'est que ton expérience, et qui n'est pas forcément la même que tout le monde, mais pour les personnes qui vont regarder et écouter, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement suggérer ? Alors, moi, ce qui m'a le plus guidé, justement, ça a été la joie. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, finalement, ce qui me nourrit le plus, c'est la joie. La joie me nourrit. Et la joie que j'appelle du cœur, c'est-à-dire que ce n'est pas mental. Par exemple, dans le processus, à un moment donné, j'étais en phase de détox physique, donc avec apparemment fatigue physique, quelques inconforts, voilà. Exactement. Ouais. Et la joie du cœur m'a dit, eh bien, danse. Réjouis-toi. Danse. Et donc j'ai dansé pendant longtemps, sur des danses vraiment, tu vois, dynamiques, quoi. Boum, 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 des trucs africains, des trucs vraiment... Et boum. Et en fait, ça a complètement fait passer les symptômes et des trucs comme ça. Si on suit la joie, par exemple, je me suis remis à faire du coloriage comme quand j'étais petit, un processus avec des feutres, expérimenter les couleurs, expérimenter... Qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me donne la joie? Et en fait, à partir de là, c'est beaucoup plus facile de cheminer. Il y a plus... parce que finalement... il y a une infinité d'autres manières de prendre de la joie dans la vie ou d'avoir plutôt de la joie, ou plutôt de révéler la joie. Que essentiellement à travers la nourriture. Oui, voilà, c'est ça. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a une phase de tristesse liée au fait que toute cette joie qu'on avait dans la nourriture, on se dit, bon, ou plutôt ce plaisir, parce que c'est pas vraiment la joie dans le sens. Ouais. Eh bien, on se dit, mais ça, je veux le perdre, tout ça, mais non. Non, parce qu'en fait, on se rend compte que la joie est partout finalement. On regarde le ciel avec les yeux de la conscience, il y a de la joie. On sent le vent sur la peau, il y a de la joie. Être là en conscience, il y a de la joie. C'est ça. Il n'y a pas forcément besoin de quelque chose, il n'y a pas un mobile, un motif, une raison particulière pour ressentir. Exactement. Et c'est ce que tu as dit hier et au partage hier, et ce que j'avais aussi dit juste après l'éveil, il y a une phrase qui m'était venue, c'était le moment le plus extraordinaire dans ta vie et le moment où tu réalises ce que contient le moment le plus ordinaire dans ta vie. Donc en fait, c'est pour ça que la plupart des sages et des saints parlent souvent
des petites choses. S'intéresse de mes yeux en faisant de la couture, elle pleure d'extase. Et là, tu lis ça avec le mental, tu te dis, mais elle fait de la couture, quoi. C'est bon, on va pas en faire un plat. Et en fait, et si, c'est ça en fait. C'est dans le moindre petit détail, tu regardes la bougie, tu vois la flamme, et là, pouf, il y a de la joie. Tu perçois la vie derrière, qui est là, qui est là-bas, et en fait, ça connecte, il y a unité. Voilà, et la joie est là, dans toute relation. Donc, suggestion possible que tu pourrais suggérer? Eh bien, simplement défocaliser un petit peu de la nourriture, même avant de s'engager dans ce processus, et puis simplement voir, mais qu'est-ce qui m'apporte de la joie ailleurs? Et puis plutôt que d'essayer de lutter encore une fois et de se dire je vais moins me nourrir, se dire mais comment je peux plus me nourrir par ailleurs? Voilà, et donc là ça va être plus difficile, enfin, ça va être difficile quoi. La nourriture est là par défaut. Ouais. Donc oui, c'est important de connecter à d'autres formes de joie que la nourriture physique pour moi avant de commencer ce cheminement. Comme ça, on sait qu'on a plein d'autres la matière à pouvoir expérimenter la joie ailleurs, et puis on se sent moins en dépendance. En plus et en parallèle de la nourriture solide, du fait de manger, développer, cultiver d'autres sources de satisfaction en termes de joie, mais pas simplement de plaisir passager, en l'occurrence lié au fait de manger, d'autres sources de satisfaction en termes de joie sur le quotidien, sur l'ordinaire, sur les petites choses, et pas forcément chercher les choses extraordinaires, parce que c'est aussi un piège ça. Des choses toutes simples. Ces petites choses qui deviennent, parce qu'elles sont en réalité aussi une nourriture. Voilà. Ne serait-ce que d'être vraiment là avec les gens, vraiment à l'écoute, en présence, de bien les regarder dans les yeux, ça prend pas de temps, et puis d'être là. Voilà, marcher dans la nature, écouter la musique qui nous inspire, passer par le corps, faire des étirements, des choses qui font du bien au corps, se masser aussi. Moi je me masse jamais d'habitude au processus, je me massais avec des huiles qui ont des odeurs qui me plaisent, se nourrir des odeurs aussi, des parfums. Il y a une infinité de choses, et il faut justement on développe sa créativité, et donc voilà, c'est super aussi pour ça, de redécouvrir toutes ces dimensions de joie au quotidien. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose en conclusion, ou en guise de non-conclusion? Eh bien, en conclusion, je dirais que de toutes les expériences, puisque la nourriture pranique est une expérience que l'on fait dans l'incarnation humaine, en fait, de venir dans un corps, et bien de toutes les expériences que j'ai pu faire dans ce corps et dans cette vie humaine, pour moi, c'est certainement la plus belle expérience en termes de l'expérience de vie humaine. Je ne parle pas de l'éveil, parce que l'éveil c'est en dehors de la vie humaine, c'est au-delà. Donc en termes d'expérience de l'histoire de Pierre, dans sa vie humaine, c'est vraiment une magnifique expérience, je pense la plus belle que j'ai vécue jusqu'à maintenant. Ouais. Donc je ne suis pas prêt de m'arrêter, et donc j'ai hâte encore d'expérimenter ce cheminement, cette ouverture qui semble se déployer. Tu n'es pas prêt de t'arrêter sur le chemin bien engagé depuis déjà bien longtemps de la conscience. Ah oui, et la conscience, quand je disais que tout est accompli après, ça ne veut pas dire que tout est fini. Quand on réalise qu'on est la conscience, on réalise qu'en fait on est infini, donc ça se déploie tout le temps, et c'est de plus en plus savoureux, de plus en plus goûté, de plus en plus joyeux, paisible, de plus en plus d'amour et d'unité, de compassion, enfin tout ce qu'on recherche en fait. C'est ça, la quête du bonheur. Exactement. Merci Pierre. Merci beaucoup, merci Gabriel. Bon retour parmi les tiens. Merci. Et puis merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.